L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. Vous aurez peut-être remarqué que je n'en finis pas de poser des questions ces derniers temps sur notre situation, sur les sombres perspectives qui nous guettent, sur le pourquoi du comment des choses. Des questions dont je n'ai pas toujours la réponse, comme tout le monde. C'est juste que j'essaye de comprendre et de suggérer des pistes probables, dont le secret dessein, je l'avoue, de susciter des questionnements, justement. Et il est tout à fait normal, voire impératif, je crois, de se les poser, ces questions, sur toute cette confusion, sur ces noirs nuages qui pèsent sur nos têtes, sur nos horizons. C'est de ne pas s'en poser qui devrait être inquiétant. Parce que ce serait le signe d'une grave apathie, d'une vraie désaffection, d'une démission consommée. Nous pouvons rester concrètement passifs face à cette crise pluridimensionnelle. Nous pouvons rester passifs pour des raisons objectives, parce que nous sommes terrorisés par le régime, parce que nous craignons pour notre carrière, pour nos affaires, pour notre famille et pour d'autres motivations du même tonneau. Mais ne pas se poser de questions, juste des questions, même en son fort intérieur, ne pas se laisser interpeller par sa propre conscience, se voiler la face et refuser de voir la situation telle qu'elle est, relève vraiment d'une attitude qui pose question, justement. Et c'est la question que je pose. Pourquoi et comment est-il possible que toute une société se soit ainsi débranchée de ce qui la concerne pourtant, au premier chef, de ce qui saccage son quotidien et compromet gravement son propre avenir? Prenons encore une fois, comme d'habitude, en référence un pays occidental parmi ceux où nous émigrons, où nous rêvons d'émigrer, voire même où nous rêvons d'y finir notre vie et de permettre à nos enfants d'avoir une chance d'y vivre leur vie, un temps soit peu normalement. Alors là, déjà, et avant d'y revenir, une question. Comment en sommes-nous arrivés à rêver de nous arracher à notre propre terre, celle de nos ancêtres, de la fuir à tout jamais, d'y abandonner les êtres qui nous sont chers, nos amis, nos habitudes, les sépultures de nos anciens, le nid douillet où s'est passée notre première enfance? Comment peut-on déraciner nos propres enfants, les installer chez autrui, où ils ne seront jamais chez eux, au demeurant, où ils seront relativement marginalisés, voire discriminés, voire ghettoisés, parce qu'ils sont typés, parce qu'ils n'ont pas tous eu la chance d'avoir des yeux bleus et le teint clair. Oui, comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à rêver d'une telle affreuse perspective et nous estimer très heureux lorsque nous parvenons à la concrétiser? Une autre double question. Comment et pourquoi nos jeunes et même nos moins jeunes et même nos filles, nos femmes, en sont-ils arrivés à se jeter à la mer, à bord de fragiles embarcations et au prix très fort, plus de 30 fois le SMIC, juste pour réussir une harga, s'arracher à leur pays avec un risque très fort de périr au large? Ces questions ne sont-elles pas très légitimes? Ne doivent-elles pas être posées par toute la société, par sa presse, ses élites, ses pseudo-représentants? N'aurait-elle pas dû, cette terrible question,
provoqué une immense clameur. Alors, venons-en maintenant à ce pays occidental que nous allons prendre en exemple. Imaginez seulement un peu que l'un de ces pays d'Europe où règne la démocratie, aussi relative soit-elle, par ailleurs, imaginez que des personnes embusquées dans la résistance de ce pays, dans son passé, que des personnes embusquées y prennent le pouvoir par un coup d'État et qu'ils le gardent pendant des décennies, plus de 50 ou 60 ans, sans même organiser d'élections. Puis, qu'ils s'y résignent pour des considérations très menteuses, pour donner l'impression que c'est le peuple qui les a désignés, qui les a élus. Zama. Alors, ils mettent en place un vaste système de fraude électorale, où ils obtiennent les résultats qu'ils veulent et qui frôlent parfois les 99,99%. Rappelez-vous un passé récent. Imaginez que ces Européens, dans ce pays européen démocratique, imaginez qu'ils font incarcérer, torturer et même assassiner tous les opposants qui leur résistent, même s'ils ont fui à l'étranger, où ils les poursuivent pour les faire assassiner par des proxénètes, par des assassins. Imaginez qu'ils placent toute la population en résidence surveillée, qu'ils la font fliquer par toute une armée de gardes-yourmes, qu'ils l'encadrent par un parti unique qui leur est totalement inféodé, par un syndicat unique indique, par des potentats locaux qui veillent au grain et par une foule de nervis auxquels le régime concède des privilèges exorbitants en échange de leur collaboration. Imaginez toute une société qui a été formatée pour consommer et consommer seulement et se taire aussi, qui n'a que le droit d'applaudir et qui en échange peut consommer du pain par dizaines de baguettes, de la semoule par quintal, des produits en tout genre soutenus par les finances publiques juste pour acheter la paix sociale. Et ça pendant des décennies. Et je vous laisse imaginer tout le reste, trop long pour être évoqué ici, et qui a été subi pendant si longtemps par le peuple algérien, par la société algérienne. Alors, vous pensez que mise dans les mêmes conditions, cette société occidentale, d'un pays occidental, aurait accepté cette situation comme nous l'acceptons, comme nous l'avons acceptée, sans même se poser de questions, qu'elle aurait crié cette société occidentale, qu'elle aurait applaudi à tout rompre ces despotes et ces terroristes institutionnalisés, ces terroristes en casquette. Imaginez que les enfants de ce pays, ravagés par l'action assassine de ce régime illégitime, décident de faire massivement la harga vers un pays maghrébin, en se jetant par milliers à la mer. Vous pensez que cette société occidentale ne va rien dire, ni même se poser la question de savoir comment elle en est arrivée là? Maintenant, venons-en à ce régime lui-même, et sans pour autant remonter à ses origines premières. Essayons juste de nous poser des questions sur son extraordinaire aplomb, sur son audace, sur son culot. Tebboune, par exemple. Ce monsieur sait bien, et c'est mieux que tout le monde, qu'il a été désigné par le général Gaït Saleh, que sa parodie d'élection a été boycottée massivement, un boycott record, jamais atteint depuis l'indépendance du pays. Et il le sait mieux et plus que n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? Pourtant, rappelez-vous, lors d'un entretien à un média étranger, il a affirmé, en regardant le journaliste droit dans les yeux, qu'il est le président le mieux élu par le peuple algérien depuis l'indépendance du pays. Rien que ça. Il sait pourtant que ce n'est pas vrai. Et il sait que nous savons
que ce n'est pas vrai. Et il sait que nous savons qu'il sait que nous savons que ce n'est pas vrai. Il sait même que toutes les puissances du monde savent qu'il a été désigné par la fraude et par la junte. Et lui-même sait que ces puissances savent. Et ces puissances savent qu'il sait qu'elles savent qu'il est un président illégitime, mais ça ne change rien. Il l'affirme malgré tout et le martèle publiquement et même à un média occidental. Alors, question. Pourquoi est-il dans cette attitude, M. Tebboune? Et surtout, pourquoi la société algérienne, dans son entièreté, ne se pose-t-elle pas cette question? Pourquoi tous les membres de ce régime, qui sont tous, sans aucune exception, dans cette fuite en avant, dans ce déni, dans cette mezawalotart, pourquoi ne se pose-t-il pas la question de savoir comment et pourquoi ils sont dans une telle obstination? Vous voulez d'autres questions? Pourquoi les dizaines de milliers d'officiers de l'ANP, dizaines de milliers d'officiers de l'ANP, ne se posent-ils pas de questions sur ce qui va advenir à leur propre pays, donc à celui de leurs propres enfants, donc à leurs propres enfants, dans un avenir prochain, quand le pays percutera la butée? Les privilèges qui leur sont très généreusement concédés leur seront-ils d'une quelconque utilité lorsque leurs chefs, leurs généraux, leurs hauts commandements se réfugieront dans leurs bases arrières là-bas, outre-Méditerranée, et qu'ils les laisseront face à leur peuple? Pourquoi des centaines de milliers d'universitaires, souvent de haut vol, qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu fuir leur pays, pourquoi ne se posent-ils pas ces questions sur ce naufrage organisé de leur pays? Et pourquoi n'en posent-ils pas au régime qui est à la manœuvre? Pourquoi les millions d'Algériens qui n'ont pas participé au Irak, ou pire encore, qui l'ont dénoncé comme étant un complot de l'OTAN contre l'Algérie, pourquoi ne se posent-ils pas de questions sur leur propre attitude? Pourquoi ne se demandent-ils pas s'il est normal de ne rien faire quand des mafieux prennent possession de votre maison, qu'ils la pillent, qu'ils la ruinent, qu'ils dévergondent ses habitants, qu'ils les corrompent avec leur propre argent et qu'ils les montent les uns contre les autres? Pourquoi? Pourquoi ne nous demandons-nous pas pourquoi, comment et quoi faire? Pourquoi, comment, quoi faire? قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.